Resalut. Là, c'est un peu plus dramatique que d'habitude comme intro, mais c'est parce que je viens de réaliser qu'il y a une possibilité que cette vidéo soit la première de quelqu'un. Si vous avez déjà vu mes vidéos, c'est ok, parce que vous avez la preuve que je suis capable de m'aider des livres. Mais si vous me connaissez pas et que cette vidéo est votre seule impression de ma vie en tant que lectrice, ben clairement, vous allez croire que c'est une vie que je déteste. Parce que dans ce point lecture, je vous parle des livres que j'ai lus récemment, mais je vous avouerai que ça va plutôt ressembler aux livres qui m'ont déçu récemment. Donc voilà, j'ai quand même quelques petites recommandations à vous faire, mais ce sera pas très positif, je vous avertis tout de suite. Pour cette vidéo, j'ai envie de commencer par le pire, donc on va y aller dans le négatif, on va progressivement monter vers le positif, mais peut-être très progressivement. Et parce que pour commencer, il y a plusieurs livres que j'ai pas aimés du tout. Alors au bas de la pile, nous avons Unfortunately Yours de Tessa Bailey. C'était ma première lecture de cette autrice, et comment vous dire que plus jamais. C'est une œuvre que j'ai lue parce que mon copain l'avait lue, parce que ses amis l'avaient lue et il voulait que je le lise pour qu'on puisse en parler. Mais le truc, c'est que c'est une romance épicée. Oh mon dieu! Et si vous avez vu mon vlog, une asexuelle lit des romances épicées pendant 2 semaines, vous savez que c'est pas mon truc. Et non seulement c'est pas mon truc, mais je peux même pas vous donner un bon résumé de son histoire. Dès le départ, le gars veut coucher avec la fille et c'est pas mal l'état du récit jusqu'à ce qu'effectivement ils finissent par coucher ensemble à répétition. C'est genre un enemies to lovers avec un contexte de mariage orchestré pour une stratégie financière. Les protagonistes se détestent, mais c'est à cause d'une phrase. Genre pendant tout le long du livre, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une révélation du contexte de pourquoi il y avait autant d'animosité entre eux. Mais j'ai fini, j'avais pas compris. J'ai demandé à mon copain, hey, est-ce que t'avais compris? Puis il a dit, bah, je suis pas sûr. Donc je sais pas. Moi, le enemies to lovers, je peux aimer ça. Mais puisque dès la première page, le gars voulait coucher avec la femme, mais pour moi c'était pas un vrai enemies to lovers. C'était plus comme un chien to lovers. Autrement, j'aimais pas du tout les 2 personnages principaux. J'aimais pas leur relation. J'aimais pas le récit. J'aimais aucun des sujets secondaires de ce truc. La seule chose que j'ai aimé, honnêtement, c'est qu'il y avait un chat en tuxedo. Autrement, j'ai vraiment eu l'impression de saigner pour terminer ce livre. Je me suis forcée à le terminer uniquement parce que Noah tenait à ce que je le fasse pour qu'on puisse parler du livre dans son entièreté. Mais ce que cette œuvre m'a fait réaliser, c'est que même si j'aime mon partenaire, je ne le suivrai pas en enfer. Donc, 1 étoile, je suis brûlée, je ne veux plus jamais entendre le mot princesse de ma vie. Ensuite, j'ai lu un thriller qui avait du potentiel mais qui m'a déçu. The Prisoner de B.A. Pearce. Ça, c'est une autrice à qui j'avais déjà donné 4.5 étoiles pour son roman Derrière les portes. J'attends toujours d'avoir un autre coup de cœur pour un de ses livres, mais là, ça fait 2 sorties récentes que j'aime pas du tout. Donc, je pense que malheureusement, je vais passer à autre chose pour cette autrice. Dans ce livre, on suit une femme qui se fait kidnappée avec son mari, mais elle est séquestrée dans une maison séparément de lui. À travers des flashbacks, on comprend que leur mariage était pas très romantique et que, ben, elle est en fait très soulagée d'être séparée de lui, même si elle a quand même la difficulté à comprendre la motivation de ses kidnappeurs. J'aimais beaucoup le ton de ce livre au début. Il y avait des pistes intrigantes jusqu'à ce que, ben, je constate que la première moitié entière du livre est un peu comme très répétitive. J'avais l'impression d'avoir très peu de nouvelles informations et j'étais un peu convaincue d'avoir déjà compris ce serait quoi la finale de ce livre. Mais là, quand la deuxième partie a commencé, j'étais comme « Oh, ok, on s'en va peut-être dans une direction totalement différente. » Je trouvais ça tellement prometteur comme début de nouvelle partie. J'étais prête, mais après 2 chapitres, paf! La tension meurt. Tout le potentiel s'écroule et on revient à un manque de suspense total jusqu'à la fin. Et éventuellement, on a la finale où, surprise, j'avais tout deviné. Je suis pas quelqu'un qui essaie d'activement deviner les révélations. Moi, mon but en lisant un livre, c'est d'être surprise. Mais je comprends pas. Je trouvais ça dommage parce que j'aimais les personnages et leurs amitiés. En fait, je crois que j'aurais pris ce livre comme un contemporain. Parce que si ça avait juste été de suivre l'histoire de ces personnages, ben j'aurais pu l'apprécier. Mais là, c'était tout construit comme un thriller avec une fin surprenante, mais la fin était zéro surprenante. Je me suis tapé un truc ennuyant pour une fin que j'avais déjà deviné. Donc je vous avoue que sur le coup, j'étais tellement frustrée que j'avais envie de juste lui donner 1 étoile. Mais
parce qu'il y avait quand même des aspects positifs avec les personnages et le ton, ben je vais donner 2 étoiles. Et savez-vous quoi? J'ai une autre déception. Donc L'appel de James Frey, qui est le premier tome d'une trilogie que je ne continuerai pas. Je pense que j'avais peut-être mal compris le résumé avant de le lire. Moi, je pensais que c'était une science-fiction jeune adulte, dans un monde où tout le monde savait qu'un jour, il y aurait des jeux organisés par des êtres mystérieux, et qu'il y avait 12 familles qui entraînaient à chaque génération un joueur au cas où le jeu commence. Mais non, personne sait c'est quoi les jeux. Il y a juste les 12 familles qui sont au courant, mais même elles ont aucune idée de en quoi ça consiste. J'aurais vraiment préféré quelque chose de plus organisé parce que là, le livre commence. Tous les joueurs s'éparpillent sur la planète avec des indices pas clairs qu'ils comprennent pas et que nous, en tant que lecteurs, on passe le livre entier à jamais comprendre. C'est littéralement juste 500 pages de gens qui vont de lieu en lieu et qui se mettent à se combattre de façon random, mais tu sais pas. Tous les contextes sont flous et à la fin, t'as quelqu'un qui gagne, mais c'est flou. C'est un livre avec 12 points de vue et tous les chapitres durent 2 pages, donc on a peu de temps pour s'attacher aux personnages. Mais je vous dirais que quand on commence à mieux les connaître, ben on s'y attache pas non plus. Il y a pas de personnage que j'ai vraiment trouvé agréable dans ce livre et les romances étaient tellement peu attachantes que je me suis demandé, est-ce que c'était l'intention de l'auteur de faire des couples que t'es comme hi? Puis pour finir, il y avait un personnage muet dans ce livre et je trouve qu'il y avait beaucoup de maladresse avec comment il était utilisé. En tout cas, il y avait quand même des bonnes idées dans ce livre. Donc, quand je l'ai terminé, je lui ai donné 2.25. Aujourd'hui, quand je vous parle, pour moi, c'est plus comme un 2 étoiles. Mais sérieusement, comme si ce truc vous intéresse, faites juste lire Absolu de Margot Dawson à la place. C'est ma recommandation. Bon, là, on va commencer à monter vers le positif. Le prochain livre, c'est pas une lecture que j'ai adorée, mais je pense que j'aurai moins l'air de détester ma vie en parlant. Donc, j'ai lu I'll Be Right There de Shin Kyung-suk. C'est un roman qui se déroule en Corée du Sud pendant les années 1980. On est dans un contexte universitaire avec toute la révolution politique qui se produisait en arrière à ce moment-là. C'est l'histoire d'un petit groupe d'amis étudiants qui vont chacun écrire des entrées dans un cahier qu'ils partagent tous. Donc les chapitres qu'on lit sont des entrées et parfois les personnages font référence entre eux de quelque chose que quelqu'un a écrit précédemment. C'est le genre de livre qui discute les années grises de la vie, comme je les appelle. C'est la vibe de personnes à l'université qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui ont peut-être vécu des drames vraiment gros récemment dont ils sont pas encore capables de se remettre. Et c'est des personnages qui sont tous brisés mais qui arrivent à tisser des liens à travers leurs blessures. C'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne. C'est vraiment le ciel gris, la mélancolie, la pluie, même si je sais pas à quel point il pleuvait. En tout cas, au début de ce livre, je pensais vraiment que j'allais l'adorer. Je me suis plongée vraiment rapidement dans l'ambiance. J'aimais le profil des personnages que j'apercevais à l'horizon. Pour moi, il y avait comme un gros potentiel. Mais le problème, c'est que plus je suivais les personnages, moins j'arrivais à m'attacher à eux. Il y avait quelque chose avec le mystère qui les rendait alléchants au début, mais même si je comprenais le lien qu'il y avait entre eux, j'arrivais pas nécessairement à sentir que mon cœur était profondément touché. Malheureusement, pendant ma lecture, j'en suis éventuellement venue au stade où j'étais à la moitié et j'étais comme prête à ce que le livre se termine. Je suis quand même contente de lui avoir laissé une chance jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des éléments marquants dans la deuxième moitié. C'est pas un livre qui va m'avoir marqué, mais il y a vraiment des trucs là-dedans qui vont me rester en tête. Donc j'ai donné 3 étoiles. Pour moi, c'est une petite déception face à ce que ça aurait pu être à mes yeux, mais je pense quand même que ça pourrait plaire aux personnes qui recherchent ce type d'ambiance et qui vont peut-être accrocher un peu plus au personnage que moi je l'ai fait. Après ça, un peu au même niveau que le dernier livre, il y a Leslie et Coco de Marie Demers. Je dirais que le pire aspect de ce livre, c'est que je l'ai lu juste après un contemporain qui a chamboulé ma vie, auquel j'ai donné une très bonne note. Je sais pas pourquoi quand j'ai filmé cette vidéo, je pensais que mon vlog BookTok allait sortir après l'update, mais finalement il est sorti avant, donc j'essaie de pas spoiler que j'avais adoré Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, mais vous le savez, puis si vous le savez pas, ben, allez regarder le vlog que j'ai posté. J'ai adoré lui, mais après ça, j'ai lu un contemporain qui touche un petit peu de trucs similaires et ben, je l'ai moins aimé. On y suit 2 amies qui sont très attachées l'une à l'autre, même si elles ont peu une amitié à distance parce qu'elles sont séparées par les nombreux kilomètres qu'il y a entre Montréal et la Gaspésie. Elles s'écrivent très souvent des lettres, donc il y a une partie de ce livre qui est en format épistolaire et qui donne un bon aperçu de leur vie et leurs relations. Même si plusieurs des sujets abordés sont vraiment sérieux et touchants,
touchant. Je dirais que ça reste du côté jeune adulte avec un texte très familier et une plume peut-être un peu juvénile. Juvénile, ça sonne vraiment plus insultant que ce que je voulais dire. Leslie et Coco sont des personnages intéressants qui se découvrent, font des erreurs. C'est vraiment la jeunesse qui est bien représentée, mais je peux pas vraiment m'associer à elles, leur type de personnalité. Et habituellement, j'ai pas besoin de m'associer à des personnages pour m'y attacher, mais là, j'ai comme pas réussi. L'autrice a créé des profils très clairs de personnages, mais c'est juste pas des personnages qui restent dans mon cœur. Tu sais, j'ai quand même été super affectée et touchée par la dureté de certaines scènes, mais je pense que je l'aurais été peu importe à qui ces événements étaient arrivés. Par contre, je considère pas que c'est parce que l'autrice a fait quoi que ce soit de mal. Elle avait une idée de style très précis en tête et elle l'a totalement réussi. C'est juste pas le genre de style que j'aime habituellement lire. Donc mon avis se résume vraiment juste à c'était pas pour moi. C'était de la qualité, c'est allé dans une direction tellement frappante et sérieuse. C'est juste que tous les autres aspects, surtout autour de l'amitié, ben ça résonnait pas avec moi. J'ai donné 3 étoiles, mais ce livre, lu par quelqu'un qui est fan de ce style, va mériter absolument plus qu'un 3 étoiles. C'est vraiment une note pour classifier mon appréciation personnelle plutôt que la qualité du livre. Je vais lire le tome 2 parce que ben, je l'ai acheté, puis je suis curieuse parce que le titre du livre c'est Leslie et je trouvais que dans ce tome 1, ben, on parlait surtout de Leslie. Donc là, je sais pas, peut-être qu'on va parler de Coco dans Leslie finalement. C'était le personnage que j'aimais le moins, honnêtement, donc j'ai hâte de voir si ça va me faire changer d'avis. Ok, là on va monter par des notes qui sont officiellement positives à mes yeux, même si on est encore un peu loin du coup de cœur. Donc, j'ai lu Matrix de Lorraine Groff qui vient tout juste d'être publié aux éditions Alto au Québec. C'est l'histoire de Marie de France, une femme qui a réellement existé et qui est la première femme de lettres à écrire en français. Par contre, dans ce livre-là, ben, l'autrice prend vraiment ses libertés créatives pour comme imaginer la vie qu'a eu cette femme. Donc, on la suit à partir de ses 17 ans quand elle se fait expulser de la cour pour se faire envoyer dans une abbaye en Angleterre qui est ravagée par la famine et la maladie. Elle va progressivement s'y faire une place importante et diriger cette communauté féminine vers un meilleur sort en quelque sorte. La plume de ce truc est vraiment originale. Et c'est cool parce que habituellement c'est un style qui peut facilement être très lourd à lire, mais là je trouvais que c'était juste comme à la frontière où je me disais oh c'est particulier, mais je suis capable de le lire et de l'apprécier. C'est une œuvre très atmosphérique que je recommanderais spécifiquement pour l'automne et l'hiver parce que en tant que personne qui est souvent allée en Angleterre, ben, j'avais aucun mal à ressentir l'humidité froide de ce vieux couvent anglais. Le truc de ce livre, c'est que je pourrais vous nommer plein d'éléments qui étaient super intéressants, mais le problème c'est que j'ai pas réussi à avoir un coup de cœur à cause d'un truc qui a vraiment affecté mon expérience générale. Et ce truc, c'est que la narration est extrêmement distante des personnages et de l'histoire. On voit défiler des événements et des personnages qui sont intéressants, mais on est tellement loin d'eux. J'avais presque l'impression parfois de lire un résumé poétique de ce qui se passait plutôt que de sentir que j'étais vraiment dedans. C'est la scène que tu me décris en un paragraphe descriptif, ben montre-la moi avec les vrais dialogues de la scène. Fais-moi ressentir les émotions. Cette autrice est clairement capable de bien écrire, mais pendant la première moitié de ce livre, j'ai pas eu l'impression qu'elle était capable de bien faire vivre l'expérience au lecteur. Heureusement, dans les 70 dernières pages du livre, ça s'est vraiment amélioré. Je décrirais que le début de ma lecture, c'était comme si je lisais à propos d'un feu de camp qui était à quelque part. Et là, à la fin, ben moi, j'étais devant le feu de camp et je sentais sa chaleur. La direction de la fin était super intéressante, c'était super prenant, j'arrivais plus à laisser tomber le livre. Donc ouais, ben c'était plaisant, mais ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, ça aurait pu être comme ça depuis dès le départ. Hey, petite note à moi-même, la prochaine fois, choisis donc entre depuis le début ou dès le départ. Parce que depuis dès le départ, je suis pas sûre ça se dit. Donc, pour moi, c'est un 3.5 étoiles. Je pense que si vous n'êtes pas dérangé par le sentiment de distance pendant le livre, ben vous pourriez beaucoup aimer ce livre, avec la condition que vous êtes fan de ce genre de contexte religieux un peu bizarre. L'énergie féminine dans ce livre est très forte en tout cas. Oh my god, je serrais le livre tellement fort dans ma main que là, j'ai comme plus de sensation. Ok, ensuite, j'ai lu mon 23e Haruki Murakami à vie, donc Danse, Danse, Danse. Techniquement, c'est le 4e dans une série, mais moi, à quel point je me souvenais des livres précédents quand j'ai lu celui-là, oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Et j'ai pu très facilement, rapidement embarquer. Mais quand même, ce livre spoil beaucoup des trucs dans les livres précédents, donc lisez les autres avant. C'est la saga du rat. J'ai toujours dit que les livres de Murakami étaient impossibles
difficile à résumer, mais je trouve vraiment que cette maison d'édition a fait du bon travail pour celui-ci. Je vais vous lire rapidement ce que ça dit. À la suite d'une série de rêves, un journaliste part à la recherche d'une ex-petite amie, pourvue des oreilles les plus parfaites sur Terre, mystérieusement disparue. Sa quête le mène à l'hôtel du Dauphin, où il va devenir le chaperon d'une adolescente paumée et recevoir des instructions cryptiques de la part d'un homme mouton. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Je ne croirais pas. Mais si vous lisez le livre, vous allez comprendre entièrement qu'est-ce qui vient d'être dit. Je recommanderais ce livre aux fans déjà confirmés de Murakami. C'est vraiment l'ambiance qu'on adore avec des éléments étranges et marquants. J'ai pris mon temps pour le lire et vraiment, plus il avançait, plus il devenait génial à mes yeux. Tant mieux parce qu'il faisait genre 600 pages, donc c'était encourageant que ça allait progressivement de mieux en mieux. Par contre, je sais pas si je le recommanderais à des personnes qui n'ont jamais lu l'auteur ou qui viennent tout juste le découvrir. J'irais avec ses livres plus connus d'abord, je pense. Surtout parce que c'est le 4e d'une série, là. Moi, ça m'a trop fait du bien de lire ça, parce que ça m'a vraiment ramené aux années où je venais de découvrir Murakami, je venais un peu de me lancer dans la littérature adulte, je prenais vraiment mon temps pour lire ses livres, je les savourais. J'ai peut-être un peu moins lu à cause de ça récemment, mais j'ai vraiment eu l'impression de retourner à mes sources. Bon, j'avoue avoir eu quelques malaises face à certaines citations concernant une adolescente de 13 ans. Comme d'habitude, Murakami frôle la limite de l'acceptable. Pour moi, heureusement, la limite personnelle n'a pas été franchie, mais je sais que ça va déranger des gens. Donc c'est principalement pour cette raison que j'ai pas pu pleinement adorer le livre, parce que j'étais tout le temps sur mes gardes. J'étais comme, qu'est-ce que tu vas me dire, là? Des fois, il me rassurait, des fois, il m'inquiétait. Mais le reste m'a tellement charmé. Donc, j'ai donné 4.25 étoiles. Et pour finir, ma meilleure lecture de cette vidéo est un roman de développement personnel. Ça m'énerve, ok? Parce que, oui, techniquement, la note est la plus haute. Mais j'ai l'impression que pour moi, dans la vie, pour vivre, pour être épanouie, il me faut des coups de cœur en fiction, pas en non-fiction. Totalement partante pour des coups de cœur en non-fiction, je les prends. Mais il y a comme une autre partie de mon âme qui a besoin d'être comblée par une œuvre fictive que j'adore. Donc le livre en question, c'est Atomic Habits de James Clear. Comme le titre l'indique, ça parle des habitudes, ou plus précisément des actions et mentalités à mettre en place pour développer des habitudes. Il y a définitivement plusieurs bons conseils qui vont me rester en tête, et qui en fait me restent en tête depuis que je l'ai lu, parce que ça fait plusieurs semaines. La présentation était super efficace pour nous faire comprendre un peu la science des habitudes et nous guider à savoir comment appliquer ça dans notre vie. Par contre, je le recommanderais pas nécessairement aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires, parce que il y a beaucoup de good habits qui sont reliés à la nourriture ou genre la perte de poids. Puis je sais que ce genre de langage pourrait encourager des mauvaises habitudes parmi mes proches qui souffrent de troubles alimentaires. Donc je veux juste le préciser au cas où ça pourrait éviter une rechute à des personnes qui sont concernées par ce genre de problème. Mais autrement, c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai pas pu lui donner 5 étoiles, parce que le reste était super. C'est un livre auquel je vais probablement me référer à nouveau dans le futur. Présentement, je dirais pas qu'il a changé ma vie, mais peut-être qu'il aurait le potentiel de le faire. Donc j'ai donné 4.5 étoiles. Voilà. Oh my gosh, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau a fondu en filmant cette vidéo. Faut vraiment que je tombe sur des livres que j'aime prochainement, parce que parler aussi négativement pendant toute une vidéo, ça fatigue. Donc comme d'habitude, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si vous avez vous aussi eu du mal à aimer des livres récemment, ou si c'est vraiment juste moi qui souffre de ce problème. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!